Eh oui, vous n'avez pas la berlue, moi et Johan Lennes, on s'est appelé pour s'habiller en blanc comme ça. Mais je pense, en fait, c'est concept conclave, fumée blanche, nouveau pape, là, on vient d'élire aujourd'hui. Première réaction? Ah, écoute, c'est exactement pour ça qu'on est en blanc. Exact. Fait que voilà. Est-ce que notre invité spécial a eu le mémo? Retrouvons, roulement de tambour. Est-ce que vous avez reconnu sa voix? Notre ami Max Carabine! Oh! Abs represent. Comment ça va, Max? Yo, les gars, ça va super bien. Merci, vous autres et tout. Yes, sir. Merci énormément d'être là. Moi, un pape québécois, je suis énervé, là. Robert Francis Prévost. Nouveau pape. Léon XIV. Okay, je suis le seul. Je suis vraiment le seul de ma gang. Non, mais on est aussi excités que toi, là. Ça se ressent. Max, toi, t'as vu ça? T'es abonné aux nouvelles, là? Je veux dire, Robert. Absolument, j'ai eu mon alarme puis tout, là. Je suis bien content pour Robert. OK. Puis t'es-tu plus content pour Robert ou plus content pour l'UFC 315 qui s'en vient, là? Je dois t'avouer que j'ai un petit penchant pour l'UFC 315. Grosse semaine devant nous, les chums. C'est pour ça qu'on t'a invité. C'est pour ça qu'on est là. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, épisode 16 de cette belle aventure et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Là, l'événement est on est jeudi, là. Dans 2 jours à peine, l'UFC 315 en direct du Centre Bell à Montréal. 2 combats de championnat. Ben Baudouin, Johan de White Lion Lennes. Et si vous suivez les arts martiaux mixtes, et les médias, en fait, qui entourent les arts martiaux mixtes, vous connaissez peut-être notre ami Max Carabine qui est à distance. Je sais que tu aurais aimé ça être en studio avec nous, mais écoute, ton studio est sharp, là, quand même. Yes, un gros merci, les gars, de m'accueillir sur le 16e épisode de SOS Podcast. C'est un honneur. On revient et on va parler. Ça va être votre guide ultime pour l'UFC 315. C'est pour ça qu'on met toute la gomme là, avec les 2 invités cette semaine. Mais tout d'abord, il y avait un gros gala quand même à Des Moines en Iowa la semaine passée. On va revenir très rapidement sur ce qu'on a vu parce que ça a joué un petit peu dans la course au titre chez les 135 livres là, avec cette victoire de Corey Sandhagen contre Deiveson Figueiredo. Officiellement, c'est une victoire par KO technique au 2e round. Mais on peut dire que ça a été une domination pour le temps que ça a duré de Corey Sandhagen. Et c'est même une technique, en fait, Johan, qui a fait en sorte que Figueiredo s'est blessé à un genou. Après avoir encaissé plusieurs frappes au premier round, n'a pas réussi à s'ajuster à la position au 2e round, ce qui fait en sorte que le genou a lâché. Exactement. C'était vraiment une domination complète là, de Sandhagen. On le sait, là, il y a eu du dommage qui a été fait. Là, puis on en parlait tantôt. Là, c'est vraiment une position de contrôle au niveau du genou. C'est une position qui était dominante, qui a fait en sorte que la pression était tellement intense, suivie de l'avalanche de coups qu'il y a eu dans les premiers rounds. Donc, vraiment, le Sandhagen qui a déclassé Figueiredo. Figueiredo, 2e défaite consécutive. C'est une défaite qui fait mal. Il rajeunit pas non plus, le bon Figgy. 38 ans, si je me trompe pas. 37, s'en va sur ses 38 ans. Sandhagen nous démontre encore qu'il a sa place, qu'il est là, dominant. Une belle performance. Nous démontre son jeu debout qui est vraiment dominant, mais aussi des bonnes positions au niveau du sol, des scrambles, des échanges assez rapides. Il s'est retrouvé rapidement sur le dessus. Là, en position dominante. Donc, vraiment, là, nous démontre une belle arsenal, là. Mais Max, Figgy veut un title shot, maintenant une chance au titre. Là, il la mérite maintenant ou il a besoin de battre Peterian avant? Corey, je pense qu'il mérite amplement sa chance au titre. C'est un des seuls qui n'a pas perdu contre ni O'Malley ni Merab Dvalishvili. Il a prouvé qu'il fait partie de l'élite depuis très longtemps. Fait que non, moi je suis prêt à lui donner le title shot, c'est sûr. Peterian qui dit écoute, j'ai battu Figueiredo, j'ai battu... il n'y a pas si longtemps que ça, Corey Sandhagen. Il est sur une séquence de 2 victoires aussi, sauf erreur, Peterian. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait un combat éliminatoire entre ces deux-là. Mais évidemment, Sandhagen aimerait ça, passer par-dessus ça et aller direct à la ceinture, qui sera d'ailleurs mise à l'enjeu, tu l'as dit, Max, entre O'Malley et Merab Dvalishvili le mois prochain. Demi-finale, Reynard de Raider contre Bo Nickal. On l'attendait aussi. Est-ce que Bo Nickal, c'était un vrai de vrai? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel ou c'est un feu de paille? Ouais. Écoute, vas-y. Moi, j'ai hâte qu'on en parle parce que je suis déçu pour Bo Nickal. Puis tu sais, moi,
je suis pas prêt à dire que, bon, il a perdu par KO aussi au deuxième round. Là. Il s'est fait toucher avec des genoux, des frappes au corps qui ont vraiment stoppé ses attaques. On a vu sa barre d'énergie a descendu rapidement. On le sait, les coups au corps, ça fait mal, spécialement contre un lutteur qui veut descendre son centre de gravité pour aller chercher les jambes. Mm-hmm. Il y a eu même aucune tentative pratiquement d'amener au sol. Là. Donc, c'était un gros test. De Rieder, là, a fait un combat de Jiu-Jitsu, je l'ai déjà mentionné dans un ancien podcast, contre Galvao, qui est un des meilleurs dans le monde en Jiu-Jitsu. 25 combats professionnels d'arts martiaux mixtes contre 6 ou 7 combats, Bo Nickal. C'est pas la même classe, puis on l'a vu. Je trouve ça dommage pour Bo Nickal d'avoir subi... Mais t'es pas prêt à dire que c'est un feu de paille, dans le fond. Là. C'est qu'il y a eu un trop gros test en partant, selon moi. Je sais pas si Max, t'es d'accord avec ce que je dis. Absolument d'accord. Écoute, RDR, comme on le surnomme, c'était le double champion à One Championship. Donc, c'est un gars qui avait le double, sinon le triple de l'expérience que Bo Nickal avait. Fait que oui, il est allé un petit peu trop haut dans son adversité là, face à un RDR. Puis ce qui est particulier, comme tu l'as dit, c'est que c'est un gros gars de Jiu-Jitsu, Rainier de Rieder, mais il a terminé le combat sur les pieds. Fait que c'était vraiment une belle surprise. Et penses-tu que de Rieder peut... maintenant aller chercher un top 5 maintenant, là, parce que là, lui aussi, il arrive, comme tu l'as dit, avec un beau CV, double champion dans l'organisation One. C'est sûr qu'on va pas non plus... on le fera pas passer par la longue route là, avant d'avoir une chance au titre, possiblement top 5. Le nom d'Hamzat Chimaev est mentionné, mais il y a tellement... cette division-là, c'est fou, là, tous les combats qu'il y a eu cette année. Puis, tu as des Cannonier qui a gagné cette année. T'as Imavov qui a gagné cette année dans le top 5. Boralio, Chimaev, t'as encore Whittaker. Il se passe quoi avec RDR, selon toi? Ben, c'est le dernier nom que tu viens de mentionner. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi on aimerait faire un match-up entre The Rieder et l'ancien champion Robert Whittaker. Fait que, personnellement, c'est un match-up qui m'intéresse beaucoup. C'est un match-up qui va être intéressant parce que on a quand même vu comment Chimaev a été en mesure de maltraiter Whittaker, malheureusement, à sa dernière entrée dans la cage, dans l'octogone. Je trouve que c'est un combat qui est intéressant, oui, mais je ne voudrais pas, en tant que fan fini de Robert Whittaker, je ne voudrais pas voir Robert Whittaker encore se faire dominer au sol comme il l'a eu à son dernier combat. Je trouverais que ça terminerait mal sa carrière, mais oui, c'est sûr qu'on est rendu là de Rieder qui doit traverser le top 5, c'est sûr et certain. Là. À suivre donc, et pour Bo Nickal, ben aussi, sa carrière est loin d'être terminée, puis je pense qu'il y a eu des premiers commentaires dans lesquels il a dit première fois que je vis de l'adversité. C'est un méga bon lutteur en lutte au collège, là. Il a été 2 fois All-American. Il était invaincu encore dans sa jeune carrière en UFC. Donc, c'est loin d'être la fin pour Bo Nickal. Même Georges Saint-Pierre a perdu en début de carrière lorsqu'il est arrivé avec une première position qui s'appelle Matthews, qui était champion. Ça lui a juste permis de devenir plus fort, en fait. Exact. Donc, on va voir comment Nickal va réagir à tout ça. OK, on prend beaucoup de temps, en fait, plusieurs minutes et la très grande majorité de l'émission pour mettre la table pour l'UFC 315. Première visite de l'UFC en 10 ans à Montréal. On va y aller en ordre, ça veut dire en ordre de la carte. Là. On commence par les premiers combats, on les fera pas tous, mais les principaux, puis on finit ça avec les 2 combats de championnat, avec en finale Mohamed contre Jack Della Maddalena. Premier combat dont on doit parler, c'est notre ami à tous, Marc-André Barriault. Je vais commencer avec toi, Max. Ça passe ou ça casse là, pour Barriault, puis il l'avoue lui-même. Je lui ai parlé hier. Il en est conscient, il n'a pas droit à l'erreur. Ça sera pas facile. C'est un gros cognard, Bruno Silva. Impression de ce duel-là de Marc-André Barriault là, contre le Brésilien Silva. Excellent matchmaking, feu d'artifice garanti. Un gars que Barriault peut battre, mais tu l'as mentionné, Bruno Silva, un gars qui frappe excessivement 20 fort. en 23 par knockout. Gagne ou perd, Bruno Silva va toujours ébranler son adversaire. Fait que je suis un petit peu inquiet pour Marc-André. Marc-André a montré dernièrement qu'il est susceptible de subir le KO. Puis là, on lui donne un autre gros cogneur en Bruno Silva. Mais je pense tout de même que niveau IQ, Marc-André est plus élevé, un meilleur fight IQ que son adversaire, puis va probablement réussir à amener le combat à Bruno Silva, mais il va falloir qu'il fasse attention pour ne pas se faire trop toucher. Conditions physiques, ça pourrait faire la différence aussi. On sait qu'il y a c'est une machine de cardio, Marc-André aussi. Là. Marc-André Barriault, c'est une machine de cardio, puis tu sais, c'est sûr que oui,
Là, il est sur 3 défaites consécutives. Il a mangé 2 gros KO à sa fiche. Par contre, si je regarde de l'autre côté, son adversaire aussi est vraiment sur une mauvaise lancée. 4 défaites consécutives. C'est 4 dominations aussi, donc des décisions unanimes. Des fois, moralement, ça peut être encore plus difficile, ça aussi. C'est sûr qu'on souhaite tous de voir Marc-André Barriault revenir avec une grosse victoire ici, chez nous. On le sait à quel point il travaille fort. Il s'est déplacé en Floride, s'entraîne au Kill Cliff à temps plein, fait partie maintenant des vétérans du Kill Cliff. Là, je veux dire, c'est parmi les Gilbert Burns. Toi, tu l'as vu, t'as été témoin de mes yeux. C'est là, ça, exact. T'es allé t'entraîner avec Marc-André, t'as vu comment il est traité là-bas, puis comment il traite les autres, puis comment il est respecté. C'est vraiment, c'est une référence là-bas. Donc, il a réussi à faire son nom, à faire sa place, lui-même par toute seule. Chapeau à lui. Donc, vraiment, moi, je lui souhaite de revenir avec une grosse victoire. C'est amplement mérité. Là. Marc-André, son seul problème, c'est que il a souvent besoin d'en manger un pour en donner 2. T'sais. Ouais. On le sait souvent, c'est un slow starter, comme on peut dire souvent. C'est quelqu'un qui commence ses combats tranquillement, puis là, quand il sent l'eau chaude, va pouvoir placer un coup qui va vraiment réveiller son adversaire. On le sait, il y a une force de frappe incroyable. Mais tu sais, c'est plus que ça, Marc-André Barriault. C'est quelqu'un qui est capable de lutter aussi. C'est quelqu'un qui est bon dans le ground and pound, mais aussi contre la cage. Fait que j'espère qu'il va être en mesure... dans le clinch, dirty boxing. J'espère qu'il va être en mesure de nous montrer tout son arsenal à l'UFC 315. Max, s'il devait... Là, c'est le dernier combat de son contrat, OK? 3 défaites de suite. S'il gagne, il n'y a rien de garanti dans ce sport-là. S'il gagne, il pourrait potentiellement obtenir un nouveau contrat dans l'organisation. S'il perd, c'est presque terminé. Presque à 100%. Et s'il devait subir un 3e KO de suite, moi, j'ai le feeling que peut-être que même Marc-André lui-même dans sa tête le sait que s'il devait perdre encore une fois et surtout de façon décisive, ce serait peut-être la fin. Il attendra peut-être pas des nouvelles négociations. Est-ce que voir Marc-André détacher ses gants, les placer au centre de l'Octogone ici à Montréal, c'est quelque chose qui te traverse l'esprit à ce stade-ci? Non, pas du tout, okay. Parce que Marc-André est encore jeune, il a encore beaucoup à donner au sport. Je pense que c'est un vrai combattant. Certes, il a déjà eu plusieurs chances à l'UFC, il a déjà subi plusieurs défaites d'affilée, puis on a quand même renouvelé son contrat. Donc, j'ose croire qu'on pourrait le refaire à nouveau parce que c'est un gars qui est toujours spectaculaire, gagne ou perd. Mais l'histoire est bien écrite, que ce soit son dernier ou pas, de se battre à Montréal pour Marc-André, c'est vraiment une très belle occasion pour lui de shiner. Retraite potentielle, toi. C'est moi qui fabule. Parce que moi, je sais pas, je me dis que c'est un gars, il a 35 ans. Ça va être son 15e à l'UFC, 15e ou 16e à l'UFC. C'est plus long que la moyenne des carrières là, dans l'organisation. Puis on sait qu'à ce stade-ci, il deviendra jamais champion. Là, puis à l'entendre parler, comme on l'entendait parler, il semblait vraiment serein avec comment ça se passait en ce moment. Il allait au jour le jour. Fait que selon moi... il va pas prendre de décision trop hâtive, c'est ça? Non, mais c'est drôle parce que pendant que tu disais ça, je m'imaginais puis je me disais, imagine, il gagne puis il décide, j'accroche mes gants. Ça se peut aussi. Là. Ça se peut aussi. Pourquoi t'es à Montréal. Puis finir sur une victoire. Tu gagnes un gros combat puis tout. Tu sais, je veux dire, il y a eu des gros combats, Marc-André. Là, il y a eu des gros combats retirés en tant que gagnant. Ça m'a traversé l'esprit. Je lui souhaite de tout cœur de gagner. Se retirer selon ses propres termes aussi. Exactement, c'est à lui de décider. Se faire montrer la porte de sortie. Exactement, c'est très important. Bref, en tout cas, à suivre. Moi, ça me fait toujours un petit peu réfléchir. Puis je trouve que Marc a été un super bon ambassadeur pour le sport. On l'a reçu ici au podcast. J'ai tellement suivi sa carrière depuis le tout début, même depuis TKO. Puis comme tu as dit, le fait d'aller en Floride pour lui, gros move, grosse décision. Puis pour sa carrière, ça a été positif. Je sais qu'il refait sa vie là-bas. Il a même commencé à investir et tout ça. Bref, à suivre. Gros combat. C'est sur la carte préliminaire. On va vous présenter ça. Je ne sais pas si on va vous présenter en intégralité, mais à tout le moins les faits saillants de son duel contre Bruno Silva sur les ondes de TVA Sport 2 ce samedi. On passe à la carte préliminaire sur les ondes de TVA Sport 2 avec la Canadienne Jasmine Jasudavicius. Gros combat contre Jessica Andrade. Jasudavicius est 9e chez les 125. Andrade est 7e. C'est la nouvelle génération, même si elle a 36 ans, là, ça fait juste 2 ans et demi qu'elle est à l'UFC, Jasmine, contre la vétérane Andrade, qui est là depuis depuis 12 ans maintenant dans l'organisation. Choc de style aussi. Comment tu vois ça, Yohan?
Moi, je suis inquiet pour un petit peu Jasmine. J'adore Jasmine. Une belle portée. Elle travaille beaucoup avec son Muay Thai. On le sait, lutte dominante, des positions dominantes. Mais j'ai l'impression que parfois, elle se fait toucher un petit peu. Et on le sait, là, Andrade, quand elle touche, elle fait du dommage. T'sais, elle est petite. Elle travaille beaucoup avec sa boxe. Va mettre une belle pression. Elle a de la puissance dans les mains. C'est la seule chose qui m'inquiète en ce moment avec Jasmine. C'est que j'ai l'impression qu'à son dernier combat, elle affrontait pas une adversaire vraiment de calibre de Andrade, et malgré tout elle s'est fait toucher un petit peu. Oui, elle a dominé le combat au niveau du sol et tout, mais j'ai l'impression que là on a si je peux me permettre, on a augmenté la game d'un cran, puis c'est tout un test pour Jasmine là. Max, d'accord avec ça? Est-ce qu'Andrade va être capable de toucher? Hey, il y a 6 pouces de différence de grandeur. Il doit avoir au moins 6 ou 7 pouces de différence de portée. Jasmine est très grande. Andrade, on le sait, c'est très petite, mais elle fonce. On le sait qu'elle va foncer. Elle va être capable de couper la distance? Définitivement. Puis Jasmine aussi, c'est pas du genre à utiliser sa portée nécessairement. Elle aime bien aller se battre dans la pochette puis aller chercher le clinch et évidemment, éventuellement, amener son adversaire au sol. Contrairement à Johan, moi, je suis pas très inquiet, honnêtement, pour la Canadienne Double J parce qu'elle est en feu. Elle a le momentum derrière elle. Elle se bat à la maison. Elle sait qu'avec une victoire face à Andrade, ben, ça peut juste la propulser vers les plus hauts échelons du sport. Puis Andrade, c'est plus la combattante que c'était non plus. Pas sur une super bonne séquence. Certes, elle va toujours avoir un bon power dans les points. Mais je pense que Jasmine a montré qu'elle avait un pas pire menton. Donc, pas très inquiet. Moi, je pense même que Jasmine va malmener la Brésilienne. Oh, intéressant. Intéressant. Deux visions différentes quand même. Au niveau de l'expérience, 40e combat professionnel pour Jessica Andrade contre 17. Ce sera le 17e de Jasmine. Et à l'UFC, 29e pour Andrade contre 10e seulement pour Jazz Delicious. Mais tu l'as dit, elle a le momentum de son côté. C'est 4 victoires de suite pour la Canadienne Jazz Delicious. Puis elle me l'a dit. Et par ailleurs, là, si vous voulez une couverture et des entrevues avec tous les combattants principaux, chaîne YouTube de TVA Sport, Barrio est là, Jasmine est là, tous les combattants principaux là, de la carte. J'ai fait des entrevues avec eux au cours des derniers jours. Vous pouvez aller voir ça sans problème. Chaîne YouTube de TVA Sport pendant que j'y pense. Puis ce qu'elle me disait en fait, Jasmine, c'est que avec une victoire, elle espérait se placer peut-être pas dans le top 5, là, mais dans le top 7, assurément, parce qu'Andrade est 7e. Et après ça, ben, tout peut t'arriver parce que si t'as un combat de championnat, puis là, quelqu'un se désiste à la dernière minute, ben, toujours être sur le qui-vive et tout ça, et c'est sa mentalité là, de toujours être prête. Donc, elle le sait là, qu'elle n'a pas vraiment droit à l'erreur. Elle a 36 ans maintenant. Jeune combattant, en termes d'âge de combat, les jeunes, Jazz Delicious, je l'ai dit, là, 16 combats pro. Mais quand même, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, puis c'est sa mentalité. Oui, puis justement, elle a beaucoup d'expérience avec l'UFC, on le sait. Elle est sur une belle lancée, puis elle a beaucoup de décisions aussi. Donc, elle semble vraiment être à l'aise dans l'octogone, dans la cage de l'UFC. Des grosses victoires à ses derniers combats. Donc, oui, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. 7-2 à l'UFC, Jazz Delicious. C'est une fiche. En l'espace de 2 ans et demi. A gravi les échelons rapidement. Très, très, très rapidement, effectivement. Son compatriote, partenaire d'entraînement, en fait, au Niagara Top Team, Mike Malott qui affronte Charles Radke, ça, je mettrais un petit 2 que ça se rendra pas à la limite. Ah oui, il va y avoir des étincelles dans ce combat-là. Max, Mike Malott, et toi, tu l'as affronté, en fait. Fait que je vais revenir avec toi, Johan, dans quelques instants, mais Max, Malott, dans ses 11 victoires, il y en a 10 avant la limite. Il a un très bon jeu au sol, mais il est capable de se faire valoir aussi avec ses points. Radke, grosse puissance. Il a fini son dernier combat en moins d'1 minute. T'es-tu d'accord avec ma prédiction qu'on n'aura pas besoin des juges pour celle-là? Non, pas tout à fait. Je veux dire, Tu dis pas n'importe quoi, mais c'est deux gars qui ont prouvé qu'ils étaient très, très tough. Fait que oui, c'est deux gars qui finissent généralement les combats. La seule défaite à l'UFC de Charles Radke, c'est contre Carlos Praches, puis on a vu Carlos Praches est rendu où. Fait que j'ai pas de doute de penser que ça va peut-être passer proche à quelques reprises durant le combat. Je pense que ça va être une grosse guerre. Je pense que Malott est un meilleur technicien, mais que Radke est peut-être un petit peu plus dangereux. Je pense qu'on va vraiment avoir tout un combat, mais je suis pas prêt à dire que ça va se finir avant la limite. OK, tu l'as affronté, Mike Malott. Ouais. Ben, en fait, Malott, c'est pas compliqué. C'est un technicien incroyable. Donc, il est vraiment... Moi, je pense qu'il va vouloir garder sa distance. Il est bon pour se déplacer de gaucher à droitier. C'est ce qui fait qu'il garde sa distance super bien. Un bon sidekick quand il est gaucher. Si tu mets beaucoup de pression puis que tu rushes contre Mike Malott,
tu donnes des trous, puis c'est là qu'il va chercher ton coup, c'est là qu'il va t'amener au sol, c'est là que... Mais je suis d'accord... Donc, si Radke est un petit peu trop agressif... Ça peut être dangereux, mais je suis d'accord un petit peu de l'autre côté. C'est tellement un technicien, c'est rare qu'il cherche à terminer ses combats. Il les termine parce que les gars lui donnent des ouvertures, les gars rush, un peu comme moi j'ai fait dans mon combat, vouloir aller trop vite puis donner une ouverture, tu sais, fait que c'est soit un chaos spectaculaire ou un combat vraiment technique qui se rend à la limite, là. Ouais. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit en entrevue hier. Il dit, tu sais, je cours pas après les finis. Tu sais, j'en veux, je sais que c'est important pour se faire un nom et tout ça, mais souvent, quand je veux trop, c'est là que ça arrive pas. Puis quand je suis patient, je suis mon game plan, ben exactement comme tu as dit, je trouve les ouvertures. Donc, vous avez exactement la même... Toi et Mike, vous avez exactement la même vision de tout ça. Et Radke, 7-1 à ses 8 derniers. Sa seule défaite, Max l'a dit, contre Prates. Est-ce que tu penses que la foule, avec ce qu'il a dit, Max, par rapport à l'hymne national et tout ça, la foule au Centre Bell va... Clairement, la foule va être derrière Merlot. Puis en plus, avec l'histoire de l'hymne national, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Absolument, ouais. Radke, c'est pas un gars qui a la langue dans sa poche, puis c'est le seul match-up Canada contre USA qu'on a sur la carte, fait qu'il n'y a pas de doute que l'ambiance dans le Centre Bell pour ce combat-là va être survoltée. OK, Benoît Saint-Denis contre Karl Prepolek. Quelle saga! Wow! Un mot sur Michael Dufort pour la petite histoire, qui devait affronter un gars qui s'appelle Samuel Diaz à Samouraï en finale vendredi. Samuel Diaz se désiste. On appelle Karl Prepolek, un de ses anciens adversaires, qui dit oui à 2 semaines d'avis, accepte de venir à Montréal contre Dufort en finale de Samouraï. Il y a 3 jours, il y a une couple de jours, c'était dimanche. Joel Alvarez, top 15 de l'UFC, se désiste de son combat contre BSD. À la dernière minute, comme ça, on regarde les options locales. Sur la courte liste, t'as un gars qui s'appelle Mick Dufort, t'as un gars qui s'appelle Karl Prepolek, puis on a choisi Prepolek. Pour Prepolek, c'est un scénario de rêve. Pour Mick Dufort, un peu dévasté. Il part 3e adversaire pour lui là, à Samouraï. Comment Mick vit ça, tu penses? Là? Surtout que l'UFC choisit pas Mick Dufort. C'est là qu'on est. C'est un gars de Montréal quand même. Je pense que ça aurait été intéressant de le mettre sur la carte. Ça l'aurait encore plus augmenté. Clan BSD a eu son mot à dire. Exactement. C'est sûr à 100% qu'il y a eu le plus gros choix était du côté de Saint-Denis. Le choix logique, Prepolek, je suis d'accord. J'affronterais plus Prepolek. Mick a perdu ses 2 derniers aussi. Sur 2 défaites de suite à PFL. Mais... Exactement. Ça peut jouer contre la balance aussi. Écoutez, mais c'est sûr que je suis Mick Dufort. Je veux absolument offrir une performance spectaculaire, une domination complète vendredi soir pour montrer à tout le monde que, regarde, je suis encore présent, puis il faut rester concentré, on n'a pas le choix. Là. Max, sur toute cette situation-là? Écoute, j'avais mal au cœur pour Mick Dufort, c'est sûr. C'est un gars qu'on connaît bien, un ami. Je suis d'accord avec Yohan, je pense qu'il va avoir excessivement faim demain à la finale de Samouraï MMA. Puis il y a tellement eu de bad luck, de malchance Dufort que je pense qu'il est dû pour en avoir une de son bord. Il va chercher une belle victoire devant des dirigeants de l'UFC, potentiellement des matchmakers qui vont éclore demain à Samouraï. Je pense qu'il va peut-être avoir l'occasion de se prouver encore une fois cet été au Contender Series. OK. Et Mick, j'ai vu des photos de la pesée de Samouraï, a l'air dans une forme phénoménale. Honnêtement, je sais qu'il a mis les bouchées doubles à l'entraînement. Je sais qu'il va être prêt. Moi, c'est l'aspect mental parce que le montagne russe d'émotions qu'il a vécu cette semaine, j'ai vu un moment donné, il a posté une vidéo, il était dévasté. Tout ça, pendant un instant, il pensait que son combat allait être annulé. Bravo à Daniel Lafont et à Samouraï, à toute l'équipe d'avoir trouvé le Brésilien França là, pour venir vendredi soir parce que, honnêtement, Mick a encore son combat. Ça, c'est le plus important, mais je veux dire, à 3 jours d'avis, ils ont fait des petits miracles. Parlons de Prepolek, qui lui est sur un nuage. Il n'a rien à perdre. Il va aller là all-in. Benoît Saint-Denis, il est immense. J'ai fait les 2 en entrevue. Là, je les ai vus côte à côte ou presque. Là. Ah ouais. Benoît Saint-Denis, c'est un monstre à 155 livres et Prepolek, pas tant que ça. Honnêtement, le gabarit, ça va être fou. Là. Wow! Mais je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que je savais que Prepolek, c'était pas un gros 155 livres, mais je ne savais pas à quel point Saint-Denis était gros. Mais c'est bon de les voir quand tu les as dans la semaine de combat. C'est là que tu réalises à quel point il y a des combattants qui sont grands et gros dans les catégories de poids qu'ils sont. Moi, celui qui m'avait le plus marqué, c'était Alex Pereira, quand il se battait à 185 livres. Si tu vois Alex Pereira puis tu vois Dricus Duplessis, le champion en ce moment, c'est pas dans la même catégorie du tout. Là. C'est ça. Donc vraiment, que tu mentionnes ça,
ça risque d'être une longue soirée pour Propolek, selon moi. Là. Max? Longue mais courte, je pense que ça va être. C'est ça. Ça va être assez rapide, honnêtement. Là. Je pense que Benoît Saint-Denis a choisi son match-up. Il avait le choix d'affronter un grappler en Mick Dufort ou un striker en Purple Lake, puis il a fait son choix. Fait que d'après moi, ça va être un takedown assez rapidement. On l'amène au sol, puis soit on le ground and pound ou on soumet Carl Purple Lake, mais ça se finit au premier round, c'est sûr. Benoît Saint-Denis n'a pas le choix d'avoir une performance du genre, parce que la seconde que ce combat-là s'étire, puis Purple Lake a des bons moments, ben c'est rien de bon pour Benoît Saint-Denis. Non, Saint-Denis a perdu ses 2 derniers contre Poirier et Moïcano, les 2 avant la limite. Il a besoin d'aller chercher une victoire pour rester dans le top 15. Puis là, contre un gars qui est allé chercher, pas sur son divan, mais presque. 3 jours à vie, là. 3 jours d'avis. Je suis d'accord avec Max que non seulement il doit gagner, mais il doit gagner de façon convaincante. Il doit faire une bouchée. Mais honnêtement, c'est ça, si se passe ce que tu dis, Max, puis que Saint-Denis se retrouve sur le dessus, je vois pas comment Purple Lake peut se relever de là. Juste une question de gabarit. Tu sais, honnêtement, Johan, tu te bats à 185 livres, maintenant, je te mettrai à côté de Benoît Saint-Denis, vous êtes à peu près du même gabarit. Là. Wow. Ça en dit long. Puis Saint-Denis, honnêtement, on le sait, là, c'est un ancien SWAT. Là, je sais pas, ils appellent ça les forces spéciales en France. Là, c'est un gars, un soldat. Là. Puis il n'entend pas à rire cette semaine. Ouais. On va te dire de quoi, là, il a de l'air d'avoir le couteau entre les dents et tout ça. OK. Mais quand même, puis Purple Lake m'a confirmé qu'il avait signé un contrat de plusieurs combats. Même s'il se fait donner une volée en bon québécois, on va lui donner une autre chance parce qu'il rend service à l'organisation, arrive à la dernière minute contre un top 15 de l'UFC, même s'il n'y a pas beaucoup de chances de l'emporter, on va le revoir à l'UFC. Lui qui est 0-2 dans l'organisation, on le rappelle, ça va être son 2e séjour. Grasso contre Silva. Alexa Grasso, ancienne championne contre Natalia Silva. On va y aller rapidement pour celui-là, mais c'est un combat important chez les mouches féminins. Avec la ceinture qui est en jeu en plus plus tard dans la soirée, ça c'est peut-être un combat éliminatoire, Johan? Ben oui, parce que là, Silva est sur une lancée incroyable, là, 12 victoires. Elle est 6-0 à l'UFC, elle n'a pas perdu. Elle est en voie de devenir. C'est le test. Si Silva passe Grasso, elle est la ceinture elle devrait devoir se battre pour une ceinture, c'est sûr et certain, parce que là, elle va avoir passé tous les aspirantes. Mais Grasso, on le sait, première aspirante. Ancienne championne, une boxe dominante, bon jiu-jitsu brésilien aussi, donc c'est pas un combat qui est gagné là. Elle est très forte techniquement, Natalia Silva, background en taekwondo, très bonne pour garder sa distance, Max, mais Alexa Grasso a prouvé que ses préparations sont toujours optimales. On l'a vu surtout dans le premier combat contre Valentina Shevchenko où on avait vu des choses sur vidéo avec son coach qui est son père, et même si Valentina dominait à un moment donné, dès qu'il y a eu ce moment-là où l'ouverture est apparue, elle a pu en profiter. Donc, elle va arriver bien préparée, là, Alexa. Voilà, je pense qu'Alexa a plus d'outils dans son sac. Cependant, Natalia Silva a le momentum derrière elle, invaincue à l'UFC, excellente striker. Peut-être pas aussi habitué d'aller au sol qu'Alexa Grasso, évidemment. Alexa Grasso a soumis Valentina Shevchenko, comme tu l'as dit, il faut qu'on le rappelle. C'est une victoire exceptionnelle qu'elle a réussi à aller chercher pour la ceinture. Mais j'ai envie de prendre pour Natalia Silva, honnêtement, dans ce combat-là. Je pense qu'elle a une meilleure takedown defense, potentiellement, que une Valentina Shevchenko. Elle a tellement un bon striking avec ses pieds, tu l'as mentionné, background de taekwondo, son kickboxing est excellent. Je pense qu'elle va vraiment réussir à garder Grasso à distance, empêcher Grasso de l'amener au sol puis aller chercher une belle décision. J'ai Natalia Silva gagnante. Ah ouais, intéressant. Puis c'est ça. 6-0 à l'UFC, 12 victoires consécutives. Donc elle aussi, elle a battu notamment Jasmine Jasdevicius, dont on a parlé un petit peu plus tôt, la Canadienne. Donc une belle histoire là, que cette Natalia Silva. Et aussi, reste à voir dans quel état d'esprit va se présenter Alexa Grasso, parce que faut le rappeler, ancienne championne, elle sort d'une grosse trilogie. Ça fait depuis 2022 là, qu'elle se bat exclusivement en combat de championnat. Il y a toujours des ceintures à l'enjeu dans ses combats. Elle avait seulement Valentina Shevchenko en tête depuis tout ce temps-là. Là, elle arrive première fois en longtemps qu'il n'y a pas l'enjeu de la ceinture. Donc, dans quel état d'esprit elle va se présenter. Puis son dernier combat contre Valentina, elle s'est fait dominer, là, on va se le dire. Là. Donc, il y a cet aspect-là aussi là, qui va être intéressant à surveiller. On en est au combat qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, ici. Et j'ai nommé José Aldo contre Ayman Zahabi, le Québécois Ayman qui va affronter la légende, le roi de Rio, José Aldo.
Max, est-ce que Ayman Zahabi va aller chercher une 6e victoire consécutive et finalement se faire un nom à l'UFC? Tu sais, il est classé 14e, mais il est encore sous le radar. Là. Il n'y a pas grand monde en dehors du Québec qui sait c'est qui Ayman Zahabi. S'il bat José Aldo, il va être sur la map. Là. Le combat principal du peuple montréalais-canadien, mais c'est un match-up qui fait pas le bonheur de la planète MMA en général, parce qu'évidemment qu'on aimerait voir José Aldo affronter des légendes du sport, des Dominic Cruz, des Peter Yan, même si on l'a déjà vu. Bref, Ayman Zahabi, pour nous, c'est notre héros. Samedi soir, on veut tous qu'il aille chercher la victoire, mais malheureusement, je pense que le roi de Rio va briller à nouveau et va ressortir vainqueur là, de Montréal. Comment il va faire ça? Son expérience, sa rapidité, son takedown defense, je pense qu'il a appris de ses 2 dernières défaites lorsqu'il s'est fait bien contrôler par la lutte, ça lui a fait mal au cœur, comme tu as pu l'entendre dire en conférence de presse. Il veut pas que ça se répète une 3e fois. Donc je pense encore une fois là, que par son expérience, je pense qu'il va ressortir les coups de pied. Je pense qu'il y a un avantage, un petit avantage de vitesse au niveau d'Ayman. Je pense que Ayman a beaucoup d'outils pour remporter ce combat-là, mais je sais pas. Dans ma tête, c'est José Aldo qui va ressortir vainqueur. Yohan? Ben écoute, moi je suis Ayman Zahabi, je vois le combat d'une vie, affronter une légende, un Hall of Fame, un des plus grands combattants de l'histoire, mais l'affronter en fin de carrière comme on le sait, il est pas sur une bonne lancée. José Aldo, tous ses derniers combats ont terminé par décision, ne semble plus avoir la force de frappe qu'il avait, ne semble plus avoir la vitesse non plus qu'il avait. Ayman Zahabi est sur une belle lancée. Ayman Zahabi a un style vraiment défensif qui se fait pas toucher. Exact. Il lève beaucoup sa jambe avant, toujours avec une belle position, réussit beaucoup à limiter les dégâts. C'est quelqu'un qui a pas peur d'aller en décision, qui a le cardio pour faire 3 rounds de 5 minutes. José Aldo, on le sait aussi, là, peut-être, je vois vraiment une décision unanime pour Ayman Zahabi dans ce combat-là. Je pense qu'Aldo est sur la fin. Ayman semble être quand même dans une pente montante encore. C'est ce que je souhaite de tout cœur. C'est un travaillant. Ayman Zahabi travaille tellement fort au Tristar Gym avec Firas Zahabi. Pouvoir mettre José Aldo sur ta liste de combats gagnants, c'est exceptionnel. Tu fais bien de mentionner sa force de frappe et le fait son manque de victoire avant la limite récemment, parce que son dernier KO remonte effectivement à 2019. Exact. Et ça, c'est sûr qu'il a affronté parmi les meilleurs. T'sais, oui, il y a beaucoup de défaites là, depuis ce temps-là. Il a perdu contre Volkanovski, il a perdu contre Peter Yan, il a perdu contre Merab, il a perdu, et sa dernière, Mario Bautista. Mais il arrive avec le couteau entre les dents, parce que Mario Bautista, il est revenu José Aldo est revenu d'une retraite. Il a passé 2 ans à l'extérieur, il allait faire de la boxe. Il a été intronisé au temple de la renommée de l'UFC en 2023. Puis il a dit, je reviens à la compétition à l'UFC en 2024 avec... Puis son plan, il me l'a dit, le noir sur blanc, il dit, mon plan, c'est d'aller chercher 2 victoires, puis d'aller chercher une chance au titre, puis d'aller chercher une autre ceinture à 135 livres après avoir eu celle à 145 pendant longtemps. Mario Bautista a fait dérailler son plan. Comme tu as dit, Max, il s'est fait contrôler, puis il a été très dur envers lui-même. Il a dit, j'ai été pathétique dans ce combat-là. J'ai été dégueulasse, une vidange. C'était un combat qui était serré, mais je parlais à Fabiano, là, son traducteur, puis au Media Day hier, il en a parlé, José Aldo, puis Fabiano me disait, j'ai même pas traduit mot pour mot qu'est-ce qu'il a dit, parce que c'était trop... Il s'insultait lui-même, puis je pouvais même pas répéter en anglais qu'est-ce qu'il disait, José, par rapport à sa performance contre Mario Bautista. Fait qu'il arrive là avec un mindset complètement fou, là, José Aldo. Mais est-ce que l'âge commence à le rattraper? Parce que oui, il a 38, Ayman a 37. Ils n'ont pas une grosse différence d'âge, mais en termes d'âge de combat... Ils n'ont pas le même millage, exactement. Non, exact. Moi, je suis du bord de Yohan. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'outils dans son sac, Ayman. Sa défense va faire une grosse différence. Puis il y a peut-être un style un peu plus aussi moderne. Oui, puis il y a un style très unorthodoxe, Ayman Zahabi. C'est un style, là, une garde difficile à percer, des coups qui arrivent un petit peu de gauche à droite. Il travaille beaucoup avec un shoulder roll. Victoire, Ayman Zahabi. À suivre, faut lui donner. Mais comme Max a dit, le combat principal du peuple, Ayman Zahabi contre José Aldo. Ce sera suivi du premier de nos 2 combats de championnat. On est chez les poids mouches féminins. Valentina Shevchenko, la grande championne, qui affronte la Française Manon Fiorot. Il y a beaucoup d'animosité entre ces 2 combattantes. Moi, c'est le combat que j'ai
Je pense que j'ai plus hâte à ce combat-là Moi aussi. qu'au combat Belal contre Jack Della Maddalena. Toi aussi, Yoann? Ah, vraiment, écoute, c'est deux des plus grandes combattantes au niveau du jeu de pied debout là, que l'organisation de l'UFC a eu. Là. Manon Fiorot, la française, dominante au niveau de son kickboxing, des sidekicks, une distance impeccable. Puis on voit au niveau du Shevchenko, là, depuis les années, son Muay Thai, plus un style Dutch un petit peu. On voit beaucoup de coups avec des low kicks. J'ai vraiment hâte de voir le clash de ces deux styles-là s'affronter. Là. Par contre, Max... Ouais, il y a le jeu au sol. Valentina a prouvé qu'elle est capable de lutter puis d'amener au sol. Est-ce qu'elle n'aura pas le choix de faire ça, selon toi? Je pense qu'elle va essayer, c'est sûr, mais effectivement, Valentina a l'habitude de malmener ses adversaires, de les bully, entre guillemets, de les amener au sol puis de les contrôler comme elle a fait avec Grasso à leur dernier combat. Cependant, Manon Fiorot, pas une petite 125, très, très, très bâtie. Ouais, musculaire. La française, elle a un background de judo, elle a pas un sol puis une lutte à négliger. J'ai pas l'impression que Valentina va réussir à l'amener au sol puis la contrôler. Moi, je pense que ça va être principalement un combat de striking. Je pense que Valentina va réussir à edger le combat à ce niveau-là parce que plus d'expérience. Manon Fiorot est un petit peu plus verte, que ce soit en MMA ou en striking en général. Donc, j'ai Valentina gagnante. Puis je pense qu'elle va défendre sa ceinture à nouveau. Donc, Yoann, le temps ne commence pas à rattraper Valentina Shevchenko. Hey, les championnes, presque sans interruption. On a parlé de ce petit écart contre Alexa Grasso, mais depuis 2018, et puis c'est son 12e combat de championnat consécutif. Aussi au niveau de l'expérience. Là, c'est une expérience immense. Puis elle manque jamais d'énergie dans ses combats. On le voit, là, la vitesse, l'énergie est toujours présente. Donc, ça peut être j'ai hâte de voir, selon moi, Manon a ses chances. J'ai vraiment hâte de voir la performance qui va sortir. Quel avantage au niveau de la puissance, selon vous, Yoann? Fiorot. Max? Oui, j'aurais tendance à le donner à Fiorot, okay. Sauf que, encore une fois, je pense que la technique de Valentina va surpasser la force de Fiorot. Ouais. Les mains de Valentina. J'ai pas regardé récemment, mais j'ai regardé en début de semaine et Fiorot était légèrement favorite. Selon les preneurs au livre. Donc, je sais pas si ça a changé depuis, là, mais pas beaucoup, mais quand même surprenant. Et à mes yeux, Valentina Shevchenko est dans le top 5 des combattantes féminines de l'histoire des arts martiaux mixtes de tous les temps. Certainement. Et si elle continue de défendre, un top 3 est à sa portée. Là, certainement. Voilà, mais très très hâte de voir ce combat-là. Ils nous ont promis un des meilleurs combattants féminins de l'histoire. Je serais pas surpris que ça finisse comme ça. Belal Mohamed défend sa ceinture pour la première fois chez les 170 livres. C'est la grande finale contre Jack Della Maddalena. Les deux sont sur des séquences incroyables. 10 victoires de suite pour Belal, qui a dû manger son pain noir avant d'obtenir sa chance en combat de championnat. Et là, il a profité de sa chance contre Leon Edwards l'été passé. Et puis, du côté de Jack Della Maddalena, l'Australien, c'est 17 victoires de suite. Qui a l'avantage, mon cher Max Carabine? Honnêtement, j'aimerais bien penser que JDM a ce qu'il faut pour brasser les cartes, mais je pense que Belal est à un autre niveau. Je pense que ça va relativement être facile, même pour le champion. Oh, facile. Wow, mais là, on a vu là, une séquence vidéo là, de Jack Della Maddalena qui endort Craig Jones avec un étranglement Darce choke. Je sais pas si c'est arrangé, je sais pas si Jones a laissé Jack Della Maddalena le choquer, l'endormir pour lui donner confiance en vue d'un combat de championnat. Je sais pas, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Je connais pas beaucoup Craig Jones, mais il disait que c'est le gars qui aimait ça, jouer des tours ou faire des blagues un petit peu. C'est pas le gars le plus sérieux sur les médias sociaux, donc c'est un peu difficile de effectivement savoir ce qu'il y en est. Là, t'sais. Ouais, mais écoutez, j'ai hâte de voir. Moi aussi, j'aimerais pouvoir dire que Belal va se faire détrôner, mais il semble vraiment dominant dans la catégorie des 170 en ce moment. Là. Parce que c'est un mal-aimé, Belal Mohamed. Clairement, ça c'est sûr. C'est un mal-aimé. Il y a beaucoup de victoires par décision. Je l'ai noté ici. C'est pas toujours des combats spectaculaires. De ces 24 victoires, seulement ont été acquises avant la limite. 5 KO, une soumission. Wow. Mais je veux dire, il perd pas. Puis il domine souvent. Puis je veux dire, ça peut être une... Est-ce qu'il reçoit le crédit qu'il mérite, Max? Absolument pas. Écoute, cette carte-là a été jetée du revers de la main par plusieurs amateurs, en partie à cause que le combat principal, c'est Belal Mohamed. Tu sais, quand ta grosse tête d'affiche, c'est Belal Mohamed, c'est dur de vendre une carte pour l'UFC. Puis le gars, il fait ce qu'il peut, mais il manque de charisme un peu, mais au niveau de talent puis de ce qu'il apporte dans la cage,
c'est un des meilleurs de la ligue au complet. Là. Il est complet parce que là, il dit qu'il est capable Jack Della Maddalena, gros boxeur, gros kickboxer, disons ça comme ça. Il y a beaucoup de KO. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître à l'UFC. Puis Belal n'arrête pas de dire je peux rivaliser avec lui, debout. Mais on s'entend que si c'est un peu trop dur debout, si c'est un peu trop serré, puis tout ça, il se retourne vers sa lutte, puis là, c'est là qu'il va dominer. Là. Complètement. On l'a vu qu'il est dominant. Il est dominant avec sa lutte, puis gaucher contre droitier, ça va être encore plus facile d'aller chercher la jambe avant, selon moi. On l'a vu que son dernier combat, là, Jack, malheureusement, contre Gilbert Burns, a fait face à l'adversité. Là. Il s'est fait amener au sol, il s'est fait brasser là, dans son jiu-jitsu brésilien. Il a été chanceux, il a sorti un coup de genou au 3e round. Il a ébranlé Gilbert Burns, mais ce combat-là, Maddalena ne le gagnait pas. Là. Il se faisait brasser. Là. Fait que contre Belal, ça peut être vraiment plus pire que ça. Là. C'est pas mal unanime. Tout le monde à qui j'ai demandé leur avis prévoyait une victoire de Belal Mohamed. Dernière chose avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous pensez du scénario ou de la rumeur en fait qui veut que l'UFC attende de connaître le résultat du combat de cette fin de semaine avant de booker le prochain combat d'Islam Makhachev. On sait que Makhachev et Belal Mohamed sont comme ça, là, je veux dire, sont très proches l'un de l'autre. Les deux se sont dit jamais on va s'affronter. Donc si JDM l'emportait, est-ce qu'on ferait pas tout de suite un Islam Makhachev contre JDM à 170 livres dès la fin juin à Las Vegas? Je sais pas si vous avez vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Johan? Très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu y crois, toi, Max, à ce scénario? Non, je pense pas qu'il pourrait avoir un revirement de situation pour que JDM défende sa ceinture aussi un rapidement. mois après. Ouais, non. Puis, anyway, je pense pas qu'il va gagner samedi. JDM, je pense que Belal va demeurer champion. Puis là, est-ce que c'est ça? Ce combat-là a tellement de répercussions dans le monde de l'UFC, dépendamment de qui gagne. Cependant, Ilia Topuria a mentionné plus tôt aujourd'hui qu'on allait avoir une nouvelle par rapport à son prochain combat aujourd'hui ou demain. Donc, avant le résultat du combat final de samedi. Puis lui, il veut Makhachev. On espère tous voir Ilia contre Islam Makhachev. C'est un des plus gros combats que l'UFC peut mettre sur pied. Donc, peut-être que c'est ça l'annonce qu'on va avoir aujourd'hui ou demain. Mais effectivement, là, je pense qu'il y a beaucoup du futur de l'UFC qui va se jouer au combat principal de samedi à l'UFC à Montréal. Et puis Ian Gary qui est ici cette semaine, qui vit sa best life, comme on dit, puis qui arrête pas qui donne des entrevues à gauche, à droite, il est ultra divertissant. Puis lui, il sait. Si quelqu'un glisse dans la douche demain ou si quelqu'un fait pas le poids, il est là, puis il va être prêt à se battre. C'est un méchant numéro. Puis il s'assure qu'on ne l'oublie pas, puis de rester dans la conversation aussi pour un championnat potentiel. Yohan Lennes, merci énormément, mon ami. À distance, je te fais un fist bump, Max. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce spécial UFC 315, mon chum. Of course, Max. Merci à vous, les gars, man. Au plaisir de refaire ça. Merci à vous à la maison. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour déballer tout ça et analyser tout ce qui va s'être passé au Centre Bell cette fin de semaine. Ciao tout le monde! SOS Podcast!